Olivier. Bonjour Magali. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir le docteur Olivier Chambon, psychiatre et psychothérapeute, qui a accepté de venir nous parler de son nouveau livre sur Vibre Magazine. Alors Olivier, vous êtes donc psychiatre, médecin psychiatre et psychothérapeute, mais plein d'autres choses également. Je me souviens d'avoir vu une de vos interventions où vous expliquiez que, vu votre parcours académique, vous étiez étonné d'être tombé si haut. Ça m'avait fait sourire et ça m'avait bien plu en même temps. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce parcours finalement du purement rationnel au tout à fait subtil, puisque votre livre aujourd'hui, c'est l'éveil psychédélique. Oui, alors effectivement, j'ai un parcours qui est parti du matérialisme avec les études de médecine, puis qui a fini dans plus ou moins la spiritualité, on va dire, mais aussi la science qui existe autour de la spiritualité, qui la valide. Et au départ, oui, alors je suis médecin, donc en tant que psychiatre, j'ai fait pas mal de formations scientifiques à côté de mes études de médecine, en plus, des statistiques appliquées à la recherche clinique ou à l'épidémiologie, des études en neuroanatomie, en neurophysiologie, un DEA de neurosciences, un contrat normalisé études pilotes, etc. Enfin, je pourrais en citer plein, j'ai fait plein de choses. Si je le dis, Oui, c'est pas pour me mettre en avant, c'est juste parce que je voudrais appuyer le fait que ce que je vais dire par rapport à la conscience ou au psychédélique, ça change un peu de l'ordinaire et il faut que vous sachiez que c'est pas quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, enfin, de temps en temps, mais il faut avoir les pieds sur terre aussi, ou qui est un illuminé fêlé un peu New Age et puis qui a jamais compris ce que c'était que la méthode scientifique. C'est pas le cas, donc. Voilà. Donc, et après, alors, pourquoi et comment je me suis intéressé à ces choses-là? C'est venu petit à petit. Euh, je crois que mon principal intérêt pour la conscience, c'est venu en faisant des formations d'hypnose ou de MDR, c'est-à-dire des méthodes qui élargissent la conscience, qui mettent dans des états modifiés de conscience. Moi, je préfère dire d'accord. états élargis de conscience. Et du coup, je me suis intéressé au chamanisme et en faisant des formations, en voyageant. Du coup, je me suis intéressé aux substances psychédéliques parce que souvent, pas souvent, pas dans la majorité du chamanisme, dans une partie du chamanisme, ça se fait avec substance. Dans les autres, ça se fait au tambour, en dansant, en chantant, avec ce qu'on appelle les voyages dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut, bref. D'accord. Et en m'intéressant donc aussi au chamanisme, je me suis intéressé aux expériences de mort imminente Mhm. et donc à tout ce que j'appelle les expériences périmortelles, juste avant la mort, pendant la mort, après la mort, OK. qui montre qu'il y a une conscience qui est vraiment indépendante du cerveau et qui survit à la mort du cerveau. Quand je dis qu'il montre, c'est à 99% de chances qu'elle soit vraie. Parce qu'en science, jamais rien n'est totalement et pour toujours vrai. Mais là, il y a tellement d'éléments qui convergent ensemble vers le fait que la conscience est indépendante du cerveau et lui survit à la mort que, voilà, on peut imaginer aussi que ces petites consciences viennent d'un plus grand champ de conscience unifié de départ. D'accord. Mais alors, d'où vient cette conscience? Cette conscience avec un grand Ben, C? alors, notre conscience individuelle avec un petit c Oui. minuscule, c'est une spécification, c'est un dérivé, c'est un clivage, une division, OK. un isolement par rapport au grand champ de conscience originel et unifié, OK. et qui s'est densifié, condensé, particularisé, comme si le grand champ de conscience était un océan illimité, infini, et qu'il y a Mhm. des petits tourbillons qui se forment. Alors, ils sont faits de la même substance que l'océan, c'est-à-dire de l'eau, mais ils Mhm. prennent une forme momentanée. Et à l'intérieur de cette forme, il y a des mouvements de réflexion, comme si c'était des parois en mercure, comme les miroirs qui reflètent. Donc on pense qu'on pense qu'on pense, on sent qu'on sent qu'on sent, etc. Ça crée une petite conscience individuelle qui oublie d'où elle vient, du grand océan primitif, quoi, et d'où elle retourne après la mort ou lors de certaines transformations spirituelles, ou D'accord. lors de certains états élargis de conscience, où on quitte les parois auto-réfléchies des miroirs qui sont dans le bout du tourbillon, le bout du cône, et puis on revient à la partie évasée, et puis on se refond dans l'océan. Ça, c'est les méthodes d'élargissement de la conscience. La conscience, c'est un peu la substance, comme l'appelait le philosophe Spinoza. Oui. Substance, substare, ce qui est en dessous, En ce qui dessous. constitue l'origine qui nourrit, qui relie, qui pénètre tout, et qui est à l'origine de toutes les formes, et qui est à l'origine de la matière. Hein, on est à l'inverse du matérialisme. Dans le matérialisme, la matière, c'est tout ce qui existe et elle crée accidentellement ou de manière épiphénoménale l'énergie et la conscience. On ne sait pas bien comment d'ailleurs dans le modèle matérialiste. La matière peut créer la conscience. Le modèle inverse, qu'on appelle post-matérialiste ou Hein? idéaliste moniste, Castrup par exemple, ou idéaliste analytique, c'est que la Oui. conscience est première, est à l'origine de tout, et notamment des formes qui restent un certain temps, puis
se dissolvent, reviennent à la source originelle, etc., dans des cycles comme ça, dans lesquels la conscience origine apprend de plus en plus de choses, crée des parties d'elle-même, des différenciations d'elle-même avec lesquelles elle peut interagir pour encore accroître ses connaissances, sa conscientisation, parce que la conscience toute seule, elle serait consciente de rien, il lui faut des paires PAIRS, des miroirs, Oui, oui, oui. la matière dans laquelle elle met un bout d'elle-même pour pouvoir se refléter et jouer avec. C'est le grand jeu de la conscience. Et alors, bref, je vais un peu loin là, c'est un peu ésotérique comme explication, mais pour revenir, on peut dire simplement qu'il y a vraiment un grand champ de conscience unicitaire, originel, d'où tout provient, et qu'on est toujours en connexion avec ce grand champ. Et on oublie qu'on est en connexion, on oublie à quel point ce champ est infini et grand et peut nous amener des informations, de l'énergie qu'on n'a pas dans la vie. On peut dire que ce champ, je vais vous donner deux acronymes. L'acronyme VI, V-I-E. Il est plein de vibrations, V, information, I, énergie, E. Ou Oui, alors, il est l'équivalent de God, G-O-D. Alors, God en anglais, ça veut dire Dieu, oui. mais en fait, c'est un acronyme qui veut dire guiding, qui guide, organizing, qui organise, designing, qui conçoit. Ça, c'est un scientifique très célèbre et très intéressant dans le domaine de la spiritualité et de la science, qui s'appelle Gary Schwartz, qui utilise souvent cet acronyme pour parler de ce plan intelligent, évolutif et créatif qui n'a qu'une envie, c'est de répandre et d'expandre, enfin d'expanser sa conscience et sa connaissance, et qui se sert de tout ce qu'il peut pour ça. Et dont on est les yeux de cette conscience pour qu'elle se voit, on est les oreilles, et les animaux aussi sont les oreilles de cette conscience pour qu'elle s'entende, etc. C'est tout, on dit la matière, hein, c'est l'âme-matière. C'est un tiers pour l'âme ou pour la conscience. Donc on va spiritualiser la matière, ou on va matérialiser l'esprit. On est, on est dans le sens de Théard de Chardin qui dit qu'on est des êtres spirituels qui viennent faire des expériences matérielles et non pas des êtres matériels qui viennent faire des expériences spirituelles. OK, j'allais vous poser 2 questions. La première, c'est donc il y a des études scientifiques qui montrent cela. Et la seconde, et je vais vous proposer de répondre aux 2 en même temps parce que pour moi, elles se tiennent. Ça voudrait dire alors, si je vous comprends bien, que nous sommes tous des fragments de cette Tout à grande fait. conscience avec un grand C. Et donc, Magali et Olivier, c'est pas différencié. Tout à fait. On est tous des frères et sœurs de la même conscience. OK? La conscience, telle qu'on la voit maintenant, on la conçoit en physique quantique ou dans la science de la conscience, dans les études des expériences extraordinaires, parce que ça, il y a vraiment des études scientifiques, en parapsychologie, par exemple, qui montrent les pouvoirs non locaux de la conscience. Et ben, cette conscience qui est la même dans tout l'univers, qui est à l'origine du jeu. Le jeu à qui ça fait quelque chose d'exister, tout simplement. Sans plus de qualificatifs, sans plus d'adjectifs. Juste, je suis celui qui est. Ce sentiment du jeu, il est partout. Pareil dans tous les univers visibles ou invisibles, du microcosme ou macrocosme, de l'alpha à l'oméga. Et ce jeu, c'est le tissu même de la conscience, qui est capable, en se différenciant, de dire je suis cela et ceci. Donc en faisant des oppositions. On entre dans la dualité. La dualité d'opposition, par les contrastes qu'elle introduit, permet de la connaissance, permet du jeu. S'il n'y a que je tout seul, il ne se passe pas grand-chose. S'il faut plusieurs pour le jeu, J-E-U. Donc on est tous, effectivement, on provient tous, on est tous des classes et d'une conscience, et c'est pour ça qu'à un certain niveau, au niveau du petit ego, moi, toi c'est toi, au niveau déjà de la conscience plus élargie, toi c'est moi et moi c'est toi, et au Mhm. niveau de la conscience complètement élargie, il n'y a ni toi ni moi, il y a lui ou elle, la conscience. Donc effectivement, alors que tu disais, pardon, on se tutoie, hein, je crois, Magali, On oui. se tutoie, c'est Oui, OK. voilà. Parfait, Olivier, parfait. D'accord. Tu disais que, oui, alors quelles sont les études scientifiques? Eh bien, il y a deux sources. Il y a la physique quantique, l'astrophysique et la cosmologie qui vraiment montrent que la conscience est à l'œuvre dans l'univers, sinon on ne peut pas comprendre comment il fonctionne, et elle à l'œuvre même dans la matière, dans les particules subatomiques. Et D'accord. puis, il y a les fameuses études sur tout ce qui est expérience extraordinaire, c'est-à-dire les sortir du corps, les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, etc., etc., qui là montrent qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe avec le modèle matérialiste, que ce modèle matérialiste ne fonctionne plus à ce niveau-là. Par contre, que le modèle post-matérialiste de la conscience comme étant première explique parfaitement tout et très simplement. C'est ce qu'on appelle le principe du rasoir d'Occam, c'est-à-dire Oui. qu'en science, on a plusieurs hypothèses possibles pour expliquer certains phénomènes. Il faut choisir a priori l'hypothèse la plus simple qui explique le plus de choses à la fois. Or, l'hypothèse la plus simple pour tous ces phénomènes, c'est que la conscience est indépendante du cerveau et du survie. Voilà. Donc, et que la conscience, elle est partout.
et que tout ce qu'on voit ne sont que des états de la conscience. La matière n'est qu'un état de la conscience. D'accord. Alors, on entend souvent parler de plan de conscience, et si j'ai Oui, bien compris dans ton nouveau livre qui va sortir et dont tu vas nous parler après, oui. tu parles effectivement de 6 états différents de la conscience. Oui, 6 niveaux différents d'expansion de la Niveau. conscience, qui partent du niveau très mondain, très centré autour de moi et mon corps et de Mhm, l'environnement immédiat, puis qui s'élargit à mon inconscient individuel, puis qui s'élargit aux consciences des autres par ce qu'on appelle les capacités parapsychologiques de vision à distance, de rétrocognition, indépendantes du temps et de l'espace, mhm, puis qui s'élargit à différents mondes et différents esprits, ce qu'on appelle le transpersonnel. Avec mhm, ma conscience, je peux être en connexion avec des plans de vie qui ne sont pas ceux terrestres, pas les miens, puis qui mhm, s'élargit à la spiritualité, c'est-à-dire au bout d'un moment, il n'y a plus de forme. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus toi et moi, il y a une conscience première auquel on s'identifie, puis se fond complètement. On devient le grand tout, l'ego se dissout. Donc ça, ces différents états de conscience qui vont s'agrandissant comme quelque chose de très concentrique, où on part au centre, il y a le petit moi dans son état rétréci ordinaire de conscience, puis après, le petit moi quitte ses limites, puis rencontre d'autres moi à des niveaux de conscience, puis il n'y a plus personne, c'est impersonnel, il y a une grande conscience en action dont on provient. Donc tout ça, c'est élargissement. Alors je le décris en détail, hein, notamment dans les thérapies psychédéliques, à quoi ça correspond au niveau phénoménologique, au niveau de ce qui se passe, de l'expérience subjective. Et mhm. c'est intéressant ce modèle parce que ça permet vraiment de comprendre l'ensemble des phénomènes qui se passent, puis leur donner une logique. Et puis de savoir quand on est en expérience, quand c'est autorisé, dans les pays où c'est autorisé, pas en France, donc savoir où on en est à peu près. C'est un peu comme une carte. Ça ne remplace pas le terrain, mais ça permet de ne pas trop se planter, puis de savoir à peu près où on en est pour se diriger et puis pas s'affoler. Donc, donc c'est pour ça que j'ai, dans ce livre qui s'appelle L'éveil psychédélique, qui paraît chez le Duc demain, Demain, c'est oui. demain qui paraît. Euh, Demain étant le 12 octobre, petite note à mes voilà. auditeurs, puisque Ah oui, oui. tu seras dans l'édition de novembre, donc Ah oui, d'accord. voilà. Voilà. Donc le 12 octobre, donc demain pour nous, au moment où on tourne, la sortie de ce livre. Alors, j'avais fait 3 livres. Le premier en 2008, Oui. enfin, qui est sorti en 2009, pardon, enfin, qui faisait l'état de toutes les études scientifiques, parce qu'on peut utiliser les psychédéliques pour soigner des affections physiques ou psychologiques, ou pour le développement spirituel, les trois. Et il y avait des études déjà jusqu'en 2009, pas mal, qui avaient commencé à revenir, parce qu'il y a eu une phase d'interdiction. Tout a commencé, enfin, en Occident, tout a commencé dans les années 50-60. Ensuite, il y a eu la prohibition, la pénalisation, la criminalisation. Puis ensuite, à partir des années, certains disent 1993, d'autres 2006, peu importe, il y a eu une nouvelle vague de recherche qui a été faite. Donc, Mhm, le livre La médecine psychédélique aux arènes en 2009 parlait de toutes ces recherches. mhm, Ensuite, on a redit avec Jocelyn Morisson et des contributeurs ce qui avait changé. Et il y a énormément de choses qui avaient changé entre 2009 et 2019 au niveau des études supplémentaires, donc dans le livre qui s'appelle La révolution psychédélique chez Tradiel. Et puis là, c'est un livre qui est plus tellement que sur les substances, parce que paradoxalement, en tant que médecin, je m'intéresse moins maintenant à la guérison des affections qu'au développement spirituel qui doit être un droit pour chaque citoyen d'avoir la liberté d'accéder à des états élargis de conscience, pourvu bien sûr qu'il le fasse dans des conditions encadrées, préparées, avec intégration de manière sûre et sans danger pour lui ou pour les autres, bien entendu. Hein, il ne s'agit pas de dire de faire n'importe quoi. Mais juste une chose pour dire, dans l'éveil psychédélique, donc je me suis aussi intéressé au point commun, c'est-à-dire l'état d'allergissement de la conscience avec les psychédéliques n'est que le tronc final commun de plein d'autres moyens de rentrer dans ces états-là. Il y a plein d'autres pratiques spirituelles ou métaphysiques pour arriver, des écoles d'initiation, la gnose, enfin toutes les. Bon. Bref, il y a plein de méthodes physiques aussi avec le yoga, le qigong, etc., pour rentrer dans ces états élargis de conscience. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire avec les psychédéliques qu'on ne puisse pas faire avec les autres méthodes. Simplement, avec les psychédéliques, ça va beaucoup plus vite. Parfois, avec les autres méthodes, il faut peut-être plusieurs vies. Alors que là, alors qui dit plus vite dit plus de précautions. Quelqu'un qui a une voiture puissante, il ne faut pas qu'il conduise comme s'il avait une 2 chevaux. Hein. Quelqu'un qui a une Ferrari, faut aussi un stage spécial d'apprentissage pour s'en servir. oui, je disais simplement que justement, l'accès à ces méthodes, que ce soit avec ou sans psychédélique, permettait peut-être d'éviter les affections que la médecine soigne. Puisque Oui, les chamans, pour ce que j'en sais,
parle du fait que la maladie physique, enfin, et c'est ce que les énergéticiens disent aussi, la maladie physique est avant tout le reflet de ce qui se passe dans nos corps subtils et qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas entendu. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec ça en tant que médecin et psychiatre? Oui, oui, d'autant que ce qu'on appelle les corps subtils, corps physique, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental et corps spirituel, pour simplifier, hein, les Oui. cinq plus importants qu'on retrouve à peu près dans toutes les médecines. Certaines, on rajoute trois, six, enfin peu importe. Mais bah, d'autant que le corps subtil dit émotionnel et mental, c'est ce qu'on appelle la psyché. Oui, oui, tout à Le fait. corps physique et éthérique, c'est ce qu'on appelle le corps physique. Dans la médecine physique et la médecine mentale, ils sont inclus. Mais il y a le corps spirituel en plus. Donc il y a l'aspect spirituel. L'homme est fait de corps, d'émotions, de pensée, de mental et une âme, une partie spirituelle, une conscience qui n'est pas totalement, qu'on ne peut pas totalement percevoir ou entrevoir sur Terre, mais qui est pourtant est bien là pour guider la personne et pour l'aider dans une forme de mission de vie, en tout cas à, à exprimer la beauté de l'essence qu'elle représente, la beauté de la petite rayon du petit rayon de l'esprit initial, de la conscience avec un grand C initial qu'elle est venue développer, représenter, incarner. Donc oui, donc ces médecines sont là pour travailler sur le même corps que ce qu'on appelle la médecine psychosomatique en Occident. Sauf qu'en plus, on rajoute l'âme, donc la conscience individuelle, indépendante du corps, et puis on fait plus de préventif. On n'attend pas que les gens soient malades. Dans la Mhm, médecine chinoise comme dans d'autres médecines, hein, tout les à gens fait. sont payés quand les gens vont bien, quoi, les médecins. Et puis quand ils vont mal, ils ne sont pas payés parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Donc on peut lire dans les corps subtils, dans ces médecines, mais ça peut se faire aussi maintenant avec des moyens modernes, avec la Gas Discharge Visualization Camera de Korotkoff. Enfin, il y a des dispositifs qui permettent de voir les corps énergétiques, des lire et de voir et de prévoir un peu les déséquilibres qu'il risque d'y avoir et qui vont se répercuter sur le corps physique en termes de maladies physiques ou sur les corps émotionnels et mentaux en termes de maladies psychiques. Donc oui, bien sûr, il n'y a rien de, comment dirais-je, d'abracadabrantesque ou de charlatanesque dans ces médecines. Elles ont existé pour une raison précise, c'était pas pour faire joli, c'était pas pour prendre les Occidentaux pour des gagas, des touristes à qui on allait vendre des choses exotiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de touristes, donc ils faisaient Non, leur non. médecine, et le chaman, il avait intérêt à être bon, hein, sinon, au mieux, il pouvait se faire révoquer, entre guillemets, au pire, il se faisait tuer, hein, le chaman, quand il fonctionnait pas dans certaines cultures. Donc, c'était pas un métier comment, facile et que maintenant, on a l'impression que celui qui est chaman, ouais, c'est le Superman et tout. Non, à l'époque, c'est celui qui prenait la responsabilité de plein de choses pour la tribu et c'était pas un poste facile à tenir. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que c'était pas des, voilà, c'était pas des rigolos, des guignols, contrairement à ce que les premiers occidentaux qui ont dit c'est des hystériques ou des schizophrènes ou comment on appelle ça, des prestigitateurs, les chamans, avec les yeux d'occidentaux qui ne voyaient rien. Ils sont aveugles, hein, les Occidentaux. C'est-à-dire, c'est vraiment le mythe de la caverne de Platon, hein, l'allégorie de la caverne. Ils sont là dans leur grotte, ils voient que des ombres, ils disent c'est ça la réalité. Et puis ceux qui sont sortis voir la conscience dehors, avec un grand C majuscule, mais vous êtes fous, mais c'est n'importe quoi, revenez vite dans la caverne, attention, parce qu'il va vous arriver des choses. Vous voyez. Donc, Platon, comme par hasard, qui était initié dans une école à mystère d'Éleusis, dans laquelle on prenait le Kikéon, qui était en fait une sorte de LSD. C'est de l'ergot. C'était de l'ergot, non pas du seigle, mais de l'orge, à l'époque, extraction hydraulique de la substance, qui était faite près d'Athènes, hein, 20 km d'Athènes, à Éleusis. Donc, tous ces grands philosophes grecs, il y a eu des livres qui ont montré qu'ils avaient été, et les tragédiens grecs étaient influencés par des substances psychédéliques. Donc, l'origine de notre culture même, l'origine intellectuelle de notre culture occidentale, elle est en partie liée à l'utilisation du psychédélique. C'est ça qui est fou, quoi. Sans compter qu'il y a des gens qui ont montré que dans les religions, les tables de la loi de Moïse, etc., près d'un buisson ardent, c'était l'acacia, qui était une forme de DMT, qui est une forme de DMT, qui était responsable de l'expérience de Moïse. D'autres ont dit que tous les symboles du christianisme c'est lié aux champignons. Il y a quelqu'un qui s'appelle Allegro qui écrit un livre là-dessus. Enfin, il y a plein de gens qui écrivent pour montrer que voilà, euh, on est imprégné de ça, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas se concevoir uniquement comme des hommes, machines, mécaniques, sans âme, qui sont dans un monde froid et qui n'a aucun sens, et où tout est lié au hasard et à la loi de la survie du plus fort. Quelle horreur et quel mensonge! Bien sûr. Alors, ça a été utile pour dégager certains principes scientifiques utiles pour notre vie quotidienne, mais ça a usurpé son droit, c'est-à-dire que la science doit être un outil, pas le maître. Oui, 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 oui. On Pas doit un s'en nouveau servir dogme. pour mieux vivre, mais pas pour dépérir spirituellement. Et autant je comprends qu'à une époque, il y a une scission entre l'Église et la science, surtout au moment des théocraties, c'est-à-dire où c'était l'Église qui dirigeait le pouvoir.
qui étaient Mhm. en alliance avec le pouvoir voilà, pour confisquer les droits des gens. Et puis qui empêchait la science de progresser en la laissant dans un camp de croyances complètement fausse, quoi. Ça, bien sûr. Mais après, quand c'est décanté, ce qui était le spirituel, c'est-à-dire pas des dogmes, pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, mais une expérience particulière de Le l'accès au sacré et à sacré. la transcendance. Ouais. Et que la science a évolué au-delà de la matière, le post-matérialisme. Maintenant, tout est fait pour que ça se rejoigne et de manière presque comme deux mains ou une main dans un gant, comme si c'était fait l'un pour l'autre, en fait, ces deux parties du savoir. Mais d'ailleurs, j'allais avoir une question à te poser par rapport à ça, puisque Oui. toi, tu es au cœur des publications. Tu y as beaucoup plus accès que la plupart de mes auditeurs et que moi-même. Est-ce que tu penses que la science matérialiste est enfin prête à fusionner justement Non, avec plus alors, de sacré? non, mais comme il va y avoir une sacrée encore guerre d'idées, parce que autant comme Kastrup a écrit un livre qui s'appelle Pourquoi le matérialisme c'est de la foutaise? Why materialism is balloon. Il y a aussi Charles Tart qui a écrit, qui est un psychologue américain qui est très connu dans le milieu transpersonnel, qui a écrit un livre qui disait The End of Materialism, la fin du matérialisme. Oui, Bref, il y a pas mal de gens qui voient que le matérialisme est en train de s'effondrer de toutes parts. Alors qu'est-ce que font les gens qui sont dans le milieu matériel? Ils s'arc-boutent au maximum pour essayer de préserver leurs avantages, leurs postes universitaires. Enfin, puis ils ont fait toute leur vie là-dessus, donc ils y vont pas de gaieté de cœur. Thomas Kuhn, qui était un épistémologue, donc un philosophe de la science, disait pour qu'une idée change, il faut que les gens meurent. Il faut que tous ceux qui soutenaient, qui étaient au pouvoir dans les universités, les milieux habilités et autorisés à savoir, où on dit l'élite, etc., il fallait qu'elle meure pour que les petits jeunes puissent les remplacer et reprendre des idées nouvelles. Alors, n'allons pas jusque-là, on ne va pas souhaiter la mort de qui que ce soit, bien entendu, mais pour dire que ça ne va pas se faire tout seul. d'accord. Au départ, je ne sais plus si c'était Schopenhauer qui disait qu'une idée neuve, au départ, elle était moquée, quoi. Après, Mhm. quand il voyait qu'elle résistait, elle devenait attaquée. Mhm. Et puis après, seulement à la fin, les gens disaient, ah bah oui, on sait, on a toujours su. C'est Oui, oui, après, bien sûr. elle était inclue. Et là, on est en phase d'attaque plutôt. Attaque. C'est-à-dire que maintenant, Oui, c'est fini. Ils ont compris que parler des phénomènes, des expériences extraordinaires, des expériences de mort imminente, c'était plus seulement, comment dire, ça vaut même pas la peine d'y penser. Ça, c'est vraiment pour les gens, les gogoles, je sais pas. Non, 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 non. Maintenant, ils voient que c'est sérieux. Donc maintenant, ils sont en phase d'attaque. Ils font tout pour attaquer à la fois la conscience comme étant à l'origine de tout. Aussi, dans les psychédéliques, ils essaient de montrer que c'est uniquement une histoire de neurones, le fonctionnement d'état de conscience sous psychédélique. L'expérience de mort imminente, ils essaient de dire que c'est uniquement aussi pareil des neurones du cerveau qui dysfonctionnent, ce qui est complètement contredit par l'expérience. Et puis, avec un tout petit peu de réflexion, on voit que ça ne tient pas la route. oui, oui, bien sûr. Bref, il y a vraiment un combat d'arrière-garde qui est en train de se faire parce que les matérialistes sentent que leur La modèle est fin en est train de. proche. Oui, alors, allons-y doucement, l'un n'empêche pas l'autre, il faut deux jambes pour marcher. La méthode scientifique elle-même, telle que l'ont utilisée les matérialistes, parce que le matérialisme, c'est une idéologie qui dit que la Oui, oui. matière est première. Oui, Ce n'est oui, pas bien la sûr. méthode scientifique. On peut utiliser la méthode scientifique pour la spiritualité, pour faire des hypothèses, rassembler les données, voir si les données collent aux hypothèses, et puis si c'est le cas, on peut généraliser, ou alors non, on doit modifier l'hypothèse, etc. Mais bref, la méthode scientifique, ça n'appartient à personne, tout le monde peut l'utiliser. Les matérialistes n'ont pas le monopole, hein. Euh, ils ont essayé de le faire croire, c'est ça qui est fort d'ailleurs, un tour de passe-passe, mais bon. Euh, alors, je disais quoi là? Je disais que. Nous sommes partis du Ah fait oui, que… que le matérialisme, voilà, il est en train de Oui, s'effondrer un peu. Et, euh, et c'est pour ça que les psychédéliques sont drôlement intéressants, parce qu'ils permettent vraiment de comprendre à la fois le fonctionnement du cerveau, mais aussi de la psyché, donc émotion et pensée, mais aussi de la conscience. La petite conscience, mais aussi les plans élargis de la conscience auxquels se relie la petite conscience. Parce qu'on ne peut pas expliquer certains phénomènes psychédéliques de manière naturalistique, comme on dit, ou matérialiste, c'est-à-dire dire qu'en fait tout c'est lié à des réseaux de neurones. Il y en a qui essayent, hein, ils ont mis en avant le réseau mode par défaut, le Science Network, etc. Enfin bref, des niveaux où il y a des croyances au sommet de la hiérarchie qui font un tri dans le top-down, c'est-à-dire de haut vers le bas pour synthétiser les données, pour on donne l'impression que c'est lié à un self, ou quand le self se défait, c'est un dysfonctionnement de ces réseaux. Enfin bref, ça sert à rien que j'essaie d'expliquer parce que s'il faudrait toute l'émission, mais en tout cas, ils oublient une chose, c'est qu'est-ce qui est derrière ça et qui a une intention et qui utilise le cerveau et qui pilote le moteur. C'est le conducteur.
Et là, ils sont en train de nous dire que le moteur, il fonctionne tout seul et qu'il n'y a pas besoin d'un conducteur pour qu'il sache Ouais. où aller, quand il faut accélérer ou décélérer, que tout se passe dans les circuits électroniques du moteur. Non, tout se passe dans la volonté du sujet qui conduit de dire, bon, je vais aller à droite, à gauche, je vais aller par-ci, là, je vais ralentir, accélérer. C'est pas le moteur qui décide tout seul. Et ils essayent de nous faire croire que c'est le moteur qui décide tout seul et qu'il n'y a pas de conducteur qui a une conscience. Donc, leur raisonnement est biaisé parce qu'eux-mêmes, ils disent, mais non, il y a le hors problème de la conscience, c'est qu'on n'a jamais pu montrer le problème difficile de la conscience. On n'a jamais pu montrer que la matière peut créer la conscience, mais on fait comme si. Et puis pourtant, quand le cerveau est mort, comme des expériences de mort imminente ou quasi mort, la conscience, elle est encore plus forte, plus lucide, elle est capable d'exploits incroyables. Donc, ça colle plus le modèle matérialiste. Donc, les psychédéliques, ils sont intéressants parce qu'ils vont vraiment faire étudier le lien entre psyché, corps, et puis, pardon, cerveau, psyché et âme, conscience individuelle. D'accord. Alors, de nouveau, je viens avec deux questions. C'est le chiffre du jour. Donc, si on imagine qu'il y a une grande conscience, du coup, elle n'est plus l'apanage des êtres humains, j'imagine. Ah non, bien Les, sûr, les animaux, les plantes, les minéraux, ils sont également rattachés. bien sûr, mais tout est un état de conscience. D'accord. La matière est un état particulier de la conscience. OK. C'est le Donc, choix de la conscience de se jouer. On pourrait dire ça comme voilà. ça? Oui, c'est une manifestation de la conscience qui se fait sous forme individualisée, sous forme multiple, alors qu'au départ, elle est une et indivise. Et que c'est sa création, la dualité. C'est sa création, la forme. Et ensuite, les formes, bien sûr, une fois qu'elles. Il y a une partie de la conscience qui a été entrappée, hypnotisée, attrapée par la forme. Elle veut garder son petit étincelle de conscience. Elle veut garder sa forme. Elle se bat pour sa survie. Ça, c'est Mais au l'ego. départ, il y a pas. Au départ, voilà. Le corps aussi, hein, qui se bat Le pour. personnage. Oui. Toutes les formes se battent pour leur survie. Euh, et bien sûr, parce qu'elles ont peur, parce que ça, elles ont oublié que, ou elles ne sont pas vraiment en rapport avec la grande conscience originelle, que rien ne peut se perdre. Rien de ce qui est essentiel ne se perd. Mais alors, quel Disent, est notre libre arbitre par rapport à tout ça? ah ben, notre libre arbitre, c'est de sentir notre conscience, c'est-à-dire quand on parle de l'âme ou notre conscience individuelle, sentir qu'est-ce qu'elle a comme intention, quel est son plan, quelle est la meilleure façon pour elle d'incarner, de réaliser l'esprit et d'enrichir l'esprit. C'est-à-dire, en fait, c'est elle le GPS. Et nous, on a le choix de dire, oh non, moi, je veux aller un peu à droite, je veux aller un peu à gauche. Alors, on a parfois le choix parce qu'on sent que euh, c'est important de le faire, même si on n'est pas en accord avec le plan de la conscience. Donc là, c'est une sorte d'action délibérée, où on le fait parce que dans nos corps émotionnels et mentaux, il y a des tas de structures cognitivo-affectives qui nous conditionnent, qui nous influencent Mhm. inconsciemment, et on croit être libre alors qu'on n'est que le jouet de ces conditionnements-là. Oui, oui, bien Mais, sûr. mais la vraie liberté, c'est de choisir le chemin de son âme, en fait. C'est de décider que c'est là où va le mieux l'énergie, où va le mieux l'information, où va le mieux l'amour, le cœur. Et là, j'imagine que les psychédéliques peuvent t'aider à entendre. Ah ben bien sûr, les psychédéliques sont des grands connecteurs entre la petite conscience et la grande conscience, entre les corps subtils, genre physique, enfin pas physique, physique, voilà, il n'est pas subtil celui-là, éthérique, émotionnel, mental, et l'âme, et les plans plus élevés encore qui vont au-delà de l'âme dans le transpersonnel et jusqu'à l'esprit. Mhm. C'est-à-dire que ça permet vraiment de récolter cette fameuse négantropie, hein, la conscience avec un grand Oui, C, elle se manifeste aussi par des propriétés dites négantropiques, c'est-à-dire qu'elle introduit de l'ordre, de dans le l'information et chaos. de l'harmonie. Et Mhm. là où il peut y avoir perte d'ordre, d'information et d'harmonie, c'est-à-dire maladie ou mort, au pire, enfin au pire, c'est même pas le pire, puisque après la mort, il y a toujours la vie, mais dans un autre état de la conscience. Donc les psychédéliques qui permettent de sentir vraiment ces différents niveaux et permettent de sentir qu'on est bien plus grand que le petit moi ou que le petit corps qu'on a et de sentir justement parce qu'il y a d'autres niveaux et que dans ces niveaux, on est toujours conscient, simplement le je avec un J majuscule remplace le je-moi avec un J majuscule et devient de plus en plus universel et concerne pratiquement toute la création, puis toute la création et que tout est interrelié, tous les êtres sont reliés. Donc, c'est sûr que les psychédéliques font comprendre que la petite conscience a été réduite et n'est qu'un aspect réduit de la grande conscience et on est essentiellement, ontologiquement, une partie de cette grande conscience. Et que donc, on peut s'y fier pour obtenir de quoi diriger notre vie et y retourner par des moyens avec ou sans substance. Le but des substances n'est pas de devenir dépendant. D'ailleurs, on ne devient pas dépendant.
avec les substances psychédéliques. C'est différent des drogues, hein. Les drogues D'accord. comme amphétamine, cocaïne, morphine, tabac, alcool, ok, ça crée une dépendance, par le biais de la dopamine notamment. Les autres substances dites psychédéliques, LSD, psilocybine, kétamine, cactus à mescaline, ayahuasca, iboga, j'en oublie certainement, peu importe, mais toutes ces substances-là, la psilocybine, je l'ai dit peut-être, oui, Oui, LSD, j'ai dit aussi LSD, oui. voilà, toutes ces substances-là, et d'autres que j'oublie de nommer, euh, non seulement ne créent pas de dépendance physique, ni même psychique, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas des paradis artificiels, hein. Il y a une partie difficulté qu'il faut savoir traverser, c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné, voilà. Mais ces substances non seulement ne créent pas de dépendance, mais sont utilisées avec succès, et dans les études le prouvent, pour traiter les dépendances au tabac, à l'alcool, à la cocaïne, à l'amphétamine et à la morphine, pour traiter. Donc elles sont anti-addictives. C'est intéressant, parce qu'il y a des fake news, hein. Moi, on cite toujours les mêmes. Ah, elles seraient inutiles, faux. Il y a eu des tas d'études qui montrent que, par exemple, l'ecstasy ou MDMA est très utile dans les troubles post-traumatiques, les champignons à psilocybine ou bien la kétamine, très utile pour les dépressions résistantes aux antidépresseurs. Tous les psychédéliques sont très utiles dans les addictions, etc. Bref, il y a eu plein. Donc, un, fake news, elles sont inutiles, non, faux. Deux, elles sont dangereuses, non. Il y a énormément d'études maintenant, cliniques ou même dans la population générale, qui montre que quand c'est pris de manière à peu près raisonnable, attention, il ne faut pas faire ça n'importe comment, mais c'est comme tout, hein, si un couteau, vous le retournez sur votre gorge, vous coupez la viande, ça va faire mal. Hein, Bien sûr, c'est pas la faute du couteau, hein, c'est la façon dont on s'en sert. Ou alors, bien il faut sûr. tout interdire. Il faut interdire les voitures parce qu'il y a des accidents de voiture. Il faut interdire l'avion Ah parce qu'il y a oui. des accidents d'avion. Enfin, on va tout interdire. Bon. Mais dans des conditions sécurisées et raisonnables, quand on a appris à conduire en passant le code et puis ensuite avec un moniteur, qu'on apprend à conduire une voiture, normalement, on ne va pas tuer tout le monde au bout d'un an, quoi. Normalement, ça va plus servir que desservir la voiture. Les psychédéliques, ils ont un énorme potentiel de servir avec un faible potentiel de risque quand ils sont pris dans des conditions bien encadrées, c'est-à-dire avec une bonne préparation, une information préalable, vérifier que le sujet n'a pas des traumatismes enfouis qui risqueraient de ressurgir trop vite, etc. Bon, bref, préparation, on lui explique comment faire par rapport à ce qu'il va rencontrer, pour pas qu'il soit surpris et puis qu'il panique, etc. Donc, il faut qu'il y ait une préparation avant, un accompagnement de qualité par un couple de thérapeutes si possible pendant, ils sont tout le Mhm. temps là pour aider à gérer ce qui peut se passer ou tirer le maximum d'effets thérapeutiques bénéfiques sur les Mhm. 4-10 heures que peut durer l'expérience. Et puis, une phase d'intégration pour que ça ne soit pas juste une belle expérience qui fasse partie de nos souvenirs, mais que tout ce qu'on a appris pendant la séance, on met en place des schèmes comportementaux, enfin des schèmes comportementaux, on met en place des habitudes, on met en place des engagements, on met en place des changements de rapport par rapport à soi, aux autres, au monde, bref, pour que ça s'incarne, pour que ce ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau. Donc tout ça, avec tout le protocole, on appelle ça le set et le setting. Le set, c'est la disposition, c'est-à-dire les attentes, motivations, intentions, état d'esprit, humeur de la personne avant la séance. Puis le setting, c'est tout l'environnement physique. Est-ce que c'est un cadre qui est agréable, harmonieux, naturel, avec des musiques, des encens, des machins choisis, etc., légalement. Et l'accompagnement relationnel avec deux thérapeutes, à qui on a confiance, on a déjà construit un bon rapport thérapeutique avant de commencer, par quelques séances précédentes, la séance psychologique. Enfin bref, tout ça fait que, les études le montrent, à ce moment-là, on est dans une pratique qui n'est pas du tout risquée. D'accord. Et moi, je plaide pour que ce qui vient d'être démontré vis-à-vis des pathologies physiques et psychiques puisse aussi être utilisé dans des sortes d'églises psychédéliques ou d'écoles à mystère, comme les Mhm. Grecs le faisaient, psychédéliques, c'est-à-dire pour le développement spirituel, transpersonnel ou impersonnel. Que ça ne soit pas réservé à des malades dans des cliniques spécialisées à des prix très chers. Mais une fois qu'on a montré l'innocuité, l'utilité et l'absence d'effets addictifs, que les citoyens puissent faire un peu pression sur les politiques pour que, dans des centres spécialisés avec des accompagnements qui connaissent la spiritualité, etc., dans une démarche construite sur plusieurs séances, etc., avec des séances bien dosées, etc., bien adaptées, pures, enfin bref, à jeun, enfin, il y a plein de conditions à Pas de remplir, conditions. mais c'est un merveilleux, merveilleux instrument d'évolution individuelle. Et donc, on en a besoin parce que notre société, elle changera quand les membres de la société changeront. D'abord, il faut vraiment, comme disait Gandhi, hein, créer en toi le changement que tu veux voir à Oui, oui, l'extérieur. bien sûr. Et ce sont des substances qui élargissent tellement la conscience elles infusent l'individu avec les qualités de la conscience, c'est-à-dire tendresse, douceur, gentillesse, solidarité, altruisme, bienveillance, compassion, amour, etc., etc.
entraide, je l'ai dit, oui, entraide. Et on en a besoin de toutes ces qualités en l'individu pour créer une nouvelle société, surtout en ce moment où il va falloir réagir avec sagesse, avec cœur, mais aussi avec courage. Et, euh, et, et bien utiliser, c'est-à-dire si des politiques comprenaient l'intérêt que ça a pour la société et qu'ils le veuillent pour le bien commun, ce qui est généralement pas le cas. Les politiques veulent juste leur bien à eux, hein, ça c'est clair, et leur pouvoir. Donc ils veulent certainement pas en déléguer trop aux citoyens parce que ce sont des substances qui donnent le pouvoir. Bien sûr. Empowerment, qui donne du pouvoir, qui donne de l'autonomie, de la résilience, qui sont pro-vie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ces substances, elles sont toutes pro-vie, dans le sens, c'est marrant, hein, elles sont pourtant très diverses hein, d'origine. Eh ben, elles sont toutes anti-inflammatoires, anticancéreuses, antioxydantes et stimulent le système immunitaire. Alors attention, quand je dis ça, et anti-neurodégénératives. Au contraire, elles sont, on pense, et on les a utilisées parfois pour la maladie d'Alzheimer ou pour le Parkinson, dans lequel il y a des neurones qui dégénèrent. Et elles sont régénérantes pour les tissus nerveux. Elles augmentent les synapses, les contacts entre cellules nerveuses, Oui, synaptogénèse. Elles augmentent les dendrites, les réceptions des influx nerveux dans les neurones. Elles augmentent la croissance des neurones. Donc c'est incroyable. Alors évidemment, quand je dis anticancéreuses, anti-inflammatoires, vous allez dire, oh là là, c'est le professeur Mamadou là, qui guérit tout. Non, non, elles ont des propriétés. Ça veut dire qu'elles peuvent être utiles dans les cultures cellulaires, etc., dans les études expérimentales. On montre qu'elles peuvent, ça n'a jamais été testé encore vraiment sur les hommes, etc. Mais elles montrent sur des cultures cellulaires, sur des animaux, qu'elles ont des propriétés. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles guérissent tout de suite tous les cancers du monde, hein, on n'est pas non, là. non, non. Mais elles vont dans le bon sens, elles vont vraiment dans le sens de la vie. C'est intéressant ça, parce que, comme je disais, la négantropie, l'ordre de l'information et Oui. l'énergie, et la vie, VIE, vibration, information, énergie, tout ça, qui est amené par la conscience et qui est donc attiré dans l'individu par le psychédélique qui ouvre la porte à la conscience, quoi. Les psychédéliques ne font qu'ouvrir la porte, hein. C'est pas eux qui créent toute Non, non, l'expérience. bien sûr, bien sûr. C'est important. Ils ouvrent la porte sur quelque chose qui est là. Voilà, tout à fait. Olivier, aujourd'hui, les psychédéliques sont interdits, en tout cas en Oui, Occident. oui. Euh, Est-ce qu'il y a des substances, parce que Alors, en Occident, pas partout, hein. Par exemple, en Suisse, oui, certains médecins et psychologues ont le droit d'utiliser LSD, kétamine et MDMA. Alors, il faut qu'ils justifient, qu'ils montent des dossiers, etc. Mais ils ont le droit de le faire. d'accord, ok, Donc, c'est pas partout. Et comme par hasard, je te faisais un peu le rapprochement en coulisses tout à l'heure, c'est oui, aussi la Suisse qui est en avance au niveau du suicide assisté, c'est-à-dire en fait une autre forme de comment j'utilise ma conscience moi-même sans qu'on me dise comment je dois le faire. Alors, ce n'est pas un plaidoyer pour le suicide assisté, ce que je suis en train de dire, c'est juste une remarque. oui, Certains pays avancés dans certains domaines de la conscience le sont aussi dans d'autres. Voilà. d'accord. Alors moi, la question que j'allais te poser, c'est, alors j'ai bien compris qu'il y avait des pratiques qui permettaient d'élargir la conscience. Tu as parlé du Oui, yoga, oui, j'imagine que plein. la méditation, c'est le cas Oui, bien aussi. sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des produits qui ne sont pas interdits et qui ont déjà une, qui amènent déjà à quelque chose? Alors, qui ne sont pas interdits? Il y a deux réponses. Il y a deux réponses. Il y a des produits qui ne sont pas interdits parce qu'ils sont fabriqués, créés, pas en permanence, mais souvent. C'est-à-dire qu'on modifie une partie de la molécule et au lieu que ça soit tel psychédélique, c'est le 1P ou 4-hydroxy ou machin. Et donc, comme la formule a un peu changé, c'est plus interdit. Donc, il y D'accord. a, il y a pas mal de d'engendrement de nouvelles substances comme ça qui se font. Mais ça, il faut savoir où et comment. Et ça, je ne le dirai bien sûr pas à l'antenne parce que c'est interdit en France. Et Voilà. puis, de toute Et, façon, et de toute façon, je ne consommerai pas en attention France. danger, Voilà. j'imagine, parce que tu as parlé de l'encadrement qui était Oui, nécessaire, alors, de non, la non, mais de toute façon, c'est préparation. toujours le problème. Dès qu'on est dans une méthode qui ouvre la conscience, il faut savoir comment la personne est prête à recevoir Oui, cette bien sûr. conscience. C'est comme si tu mets du 1000 volts pour un appareil qui ne supporte que le 220 volts, Oui, ça oui, va oui, bien griller. sûr. Donc, il y a toute une préparation à faire pour toutes les méthodes spirituelles. Euh, le yoga, la méditation, il y a des niveaux, des paliers de pratique. Et les Mhm. gens ne pratiquent pas tout de suite la grande initiation qui va tout ouvrir les portes de la conscience et le septième chakra, etc. Ils ont des préparations. Même les fameuses montées de Kundalini qui sont des émergences spirituelles et des urgences spirituelles, justement, normalement, ça arrive. Alors, ça arrive
Pas toujours quand les gens font exprès non plus d'ailleurs, Non. mais en tout cas, ça pourrait se préparer pour que ça soit moins intrusif, traumatisant parfois. Donc, dans certaines méthodes de yoga, ils insistent bien sur le fait que la montée de la Kundalini ne doit pas être recherchée dès le départ pour les débutants et par des exercices forcenés, intensifs. Et, non, non, ça s'ouvre petit à petit les canaux. Ça se prépare, l'assimilation de ces informations d'un autre et d'un haut niveau. Donc, non, alors, pour répondre à ta question, oui, alors c'est pas vraiment ça. Disons qu'il y a ce qu'on appelle des produits, on appelle des nootropiques, NOO, tropiques. Ce qu'on appelle le neurohacking, c'est-à-dire augmenter les capacités du cerveau, les capacités énergétiques du corps, les capacités de réflexion, de concentration, de lucidité, euh, de fluidité des processus mentaux, mais c'est pas franchement élargir la conscience. Encore que, quand on est plus dans l'énergie et dans un esprit qui fonctionne bien, ça peut aider à, à augmenter la conscience, au moins quand on fait des exercices spirituels ou des exercices en plus. Donc, ça peut contribuer, mais ça remplace pas, si tu veux. D'accord. Mhm. Euh, Par définition, de toute façon, un psychédélique, c'est ce qui éclaircit, ce qui élargit la conscience. Donc, dès que tu trouves un produit qui le fait, c'est un psychédélique. C'est un psychédélique. Et Alors que il risque l'alcool, d'être les intéressant. amphétamines, la cocaïne rétrécissent la conscience. Donc, on sait que ce pas des psychédéliques. D'accord. Ils la focalisent, ils la tunnelisent, ils la rendent plus efficiente dans un domaine, mais moins dans d'autres. Euh, donc, voilà, voilà. OK. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait Oui, on a dit un pas beau mal de tour. choses déjà. Alors, écoute, Olivier, merci vraiment. Un grand merci pour cette participation et cet échange très intéressant. Je te souhaite plein succès pour la sortie de ce nouveau livre, donc. Merci. Alors, est-ce que je peux rajouter une petite chose ou pas? Bien En sûr, évidemment. Alors, juste une chose, évitez de m'appeler ou de m'écrire pour me dire alors je voudrais en prendre, comment il faut faire. Parce que je ne pourrais pas vous répondre, c'est interdit. La seule chose que je propose aux gens, quand ils me demandent, c'est une séance Skype dans laquelle, une consultation, donc c'est payant, euh, dans laquelle je vois avec eux pourquoi ils veulent à tout prix prendre un psychédélique, est-ce qu'ils seraient prêts à le faire physiquement, psychologiquement, spirituellement, est-ce que l'intention est bonne, les attentes sont justes, est-ce que c'est indiqué dans leur cas ou pas. Je peux faire un travail de déblayage Mhm. et après, si c'était le cas que ce serait éventuellement quelque chose de bon pour eux, ils se débrouillent pour trouver l'adresse, etc. Je suis pas, comment dirais-je, je suis pas une plaque tournante de la drogue. Euh, j'ai pas envie de finir en prison. Mais par contre, bien sûr que dès que ça sera légal, ah ben évidemment, là, les gens peuvent compter sur moi, enfin, ou sur d'autres thérapeutes, hein, il y en a d'autres, hein, bien sûr, euh, Oui, et puis pour j'imagine proposer. qu'il arrive aussi que tu aies des gens qui t'appellent et qui ne soient pas justement dans cette bonne énergie et cette bonne intention pour les prendre. Oui, c'est ça. Alors, je préfère C'est leur pas dire, du c'est pour ça. tourisme non plus. Non, voilà, c'est pour ça que je préfère orienter les gens. C'est la moindre des choses. De toute façon, quand on veut faire un voyage, on va avoir un tour opérateur ou on achète un guide du routard, un truc comme ça. On se renseigne. Avant de partir, on ne prend pas, allez au hasard, allez, on y va, on prend tout de suite l'avion. Non, on fait quelque chose avant. Donc, c'est là que des gens comme moi ou d'autres qui s'y connaissent, d'autres psychiatres, d'autres psychologues, des gens qui connaissent bien aussi c'est important, hein, le fonctionnement psychique, conscient et inconscient, parce que sinon, Oui, c'est difficile. Eh ben, c'est là qu'ils peuvent servir pour l'instant. C'est à montrer aux gens si c'est raisonnable ou pas, si c'est approprié ou pas, si c'est utile ou pas pour eux, sans être, comme je répète, un organisme de voyage où on va s'adresser à moi pour me dire c'est où que je dois aller. Non, c'est pas le cas. mais et puis moi j'ai envie de dire, après avoir entendu parler Corinne Sombrune, aussi que même quand on n'utilise pas de substances psychédéliques, mais qu'on joue avec des tambours, Oui, bien sûr. ça vaut la peine de consulter quelqu'un avant pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication en fait. Ah, de toute façon, c'est ce que je dis toujours aux gens. C'est-à-dire qu'avant de faire des états modifiés de conscience, des états élargis de conscience avec substance, faut d'abord apprendre à en faire sans. Et ça peut être l'hypnose aussi, ça peut être l'imagination active de Jung, ça peut être effectivement toutes les méthodes chamaniques, puisque la plupart des chamanistes sont sans substance, il faut le savoir. Donc, Oui, c'est se fait effectivement en jeûnant, en ingérant d'autres plantes non psychédéliques, mais des plantes maîtresses qui préparent l'esprit, en, en dansant, en chantant, en tapant du tambour ou un autre instrument de musique, etc., etc., avec des voyages dans lesquels ils rentrent en relation avec leurs esprits
l'esprit du monde d'en bas, l'esprit du monde d'en haut, l'esprit du monde du milieu avec lesquels ils travaillent. Et ça élargit la conscience, de toute façon, d'être dans ces mondes transpersonnels. C'est un certain niveau d'élargissement de la conscience. Donc, bien sûr, hein, c'est pour ça que j'ai bien dit au départ, il n'y a rien qu'on puisse faire avec les psychiques qu'on ne pourrait pas faire dans 100%. l'absolu Bien sûr. avec une autre méthode, sans, mais ça, dans beaucoup de cas, c'est plus rapide et plus fiable avec un psychique, mais dans des bonnes conditions. Attention, attention. Je ne veux pas que les gens disent que ah ben c'est bon, il faut y aller, c'est super. Non, 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 non. Ça, c'est comme tout ce qui est très intense, ça demande une grande préparation. Si vous voulez aller un jour dans la Lune grâce à une fusée, ben vous serez obligé de faire une super préparation d'astronaute avant de pouvoir monter dans la fusée et aller dans la Lune. Ne croyez pas Oui, qu'ils vont oui, vous bien dire, ah, sûr. garez-vous là, on vous met dedans. Non, non, non. Ça va se gagner ce droit-là quand même. Donc, c'est pareil pour les psychédéliques. Mais après, je pense que la majorité des gens, avec une bonne préparation et accompagnement, ils peuvent en bénéficier, la majorité. Et non seulement ils peuvent en bénéficier dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avoir des expériences spirituelles qui vont modifier le cours de leur vie dans le bon sens, mais aussi en profiter dans le sens, au moins faire un essai dans de bonnes conditions encadrées et voir ce que ça donne et ce que ça peut leur apporter. Ça, je pense que c'est à la portée de la majorité des gens. Alors, majorité, on va retirer 30% pour des troubles de personnalité, genre troubles narcissiques, troubles paranoïaques, troubles schizotypiques, troubles schizoïdes. Quoi d'autre encore? Bien sûr, schizophrénie pour soi ou au premier degré, ou psychose maniaco-dépressive, donc avec l'épisode maniaque pour soi ou au premier degré dans la famille, etc. Enfin, il y a des contre-indications psy qu'il faut connaître, hein. Mhm. Et puis tout le monde n'a pas envie, hein. Il y a des gens qui préfèrent y aller à leur temps, pas prendre l'avion, mais y aller en vélo, comme on dit. Et puis en appréciant le chemin, en le voyant. Voir ne pas voyager du tout. Voilà. Et voilà, tout à fait. Et puis il y a des gens qui font une seule expérience dans leur vie et ça leur suffit comme un phare à l'horizon pour les guider avec des méthodes autres, non psychédéliques, parce qu'ils savent que ça existe, ils l'ont touché du bout du doigt, ils veulent y retourner et vont le faire sans substance grâce à des méthodes, yoga, méditation, etc. Ça, bien sûr. On peut en avoir l'intime conviction aussi, hein, une espèce de souvenir Mm. une espèce de souvenir d'avant, j'ai envie de dire, hein, Tout à de se fait. dire, il y a autre chose, c'est pas possible autrement. Voilà, bah, je te remercie en tout cas de m'avoir invité. Je sais qu'il ne faut pas que ça soit trop long pour que maintenir Non, l'attention mais des gens. c'est bien, c'est passionnant, donc je pense que ça pourra plaire à tout le monde. Mais je te remercie aussi, Olivier. Merci. À très bientôt, je l'espère. Et Oui, puis, au revoir à toute la communauté Vibre Magazine. au revoir à tous et à toutes. Et Merci d'avoir été là. comme tu veux, sur Vibre Magazine pour une autre intervention, bien sûr. Merci.